à tous d'être avec nous pour cette conférence qui inaugure l'après-midi de cette journée sur une semaine de conférences proposée par l'Agence de mutualisation des universités, dont le thème est le mieux-être en université et dans son territoire, avec une approche assez large sur les organisations, la responsabilité sociale des organisations et leurs engagements de ces organisations à travailler autour de nouveaux modes de vie qui prennent vraiment en compte l'ensemble du collectif auquel s'adressent ces organisations. Nous aurons 3 types d'interventions. Une première intervention avec monsieur Frédéric Mounier, qui est consultant à la FNOR. Une intervention de l'Université de Poitiers qui sera pilotée par Laurent Bosquet, que je laisserai se présenter. Chacun est à même de nous dire d'où il va nous parler lors de cette conférence. L'Université de Poitiers sera également représentée par Lionel Vinour, directeur du patrimoine et de la vie de campus, et également Laurent Emmanuel Brisy, que je ne vois plus à l'écran, mais qui est peut-être encore parmi nous. Puis nous aurons une intervention de Madame Échelard, région Normandie, et Madame Maurice, qui représenteront également la région Normandie, et qui nous parleront, en fait, aussi bien l'Université de Poitiers que la région Normandie, de ces démarches innovantes et transformantes pour leurs organisations autour de la question du mieux-être et de la qualité de vie au sein de nos organisations. Je vais laisser la parole à Frédéric Mounier pour la première intervention, un paysage autour de la question du mieux-être et des différentes prises en compte de cette question du mieux-être. Donc, Frédéric, voilà. Merci Nathalie. Donc, je propose de partager mon écran avec la présentation que j'ai prévu de vous faire ce début d'après-midi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien Très bien, oui, l'écran là. Voilà. Oui, oui. Je vais juste peut-être, comme je ne l'ai pas rappelé, on est tous tellement habitués à être sur Zoom. Chacun peut intervenir dans le chat. Vous avez vraiment la possibilité de poser vos questions dans le chat et on fera à la fin de chaque intervention un temps d'échange pour à la fois lire vos questions et en même temps vous laisser prendre la parole assez librement en ouvrant vos micros. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre présence pour aborder ce sujet dans le cadre de l'université, le sujet de la qualité de vie au travail. Et, ça va, alors, tu vas bien? Ouais, ça. Elle vient de renvoyer. Ah, je n'ai pas vu. Sur les tableaux. Il y a comme un bruit. Oui, voilà. Si vous ne prenez pas la parole, est-ce que vous pouvez couper vos micros parce qu'on est en direct, donc en fait, on entend tout. C'est les aléas du direct. C'est ça, voilà. Merci, je crois que c'est réglé. Ouais, a priori, ça a l'air bon. Alors, en fait, effectivement, je souhaitais déjà ouvrir un petit peu la réflexion sur une approche assez large de ce qu'est la qualité de vie au travail. En 2 mots, je suis consultant développeur au sein d'AFNOR, AFNOR Compétences, le groupe AFNOR, et donc j'accompagne depuis pas mal d'années maintenant sur les démarches de qualité de vie au travail. Et aussi sur les systèmes de management plus classiques que sont les démarches satisfaction client, démarches environnementales et santé sécurité au travail à travers des référentiels internationaux, des normes ISO pour être plus précis. Et donc, ce que je voulais amener comme réflexion en introduction, c'était faire le lien entre la notion de qualité de vie au travail et la notion de responsabilité sociétale, dans le sens où les organismes contribuent, j'allais dire, au bien-être des collaborateurs ou en tout cas mettent à disposition des conditions favorables au bien-être. Alors, je parle de management du risque dans mon titre parce que la crise sanitaire… Alors, il y a des petites interruptions. Au fil de l'eau. Je recherche le micro ouvert, mais je ne… C'est fait, Nathalie, c'est bon. Ah, c'est fait, d'accord. Merci.
D'accord, alors après, c'est... Ouais, voilà, C'est bon. merci. Et donc, oui, je parlais du management du risque parce que je voulais faire le parallèle avec ce qu'on est en train de vivre encore à propos de la crise sanitaire, considérant que la santé et la qualité de vie au travail, ce n'est pas uniquement une utopie ou une vue d'esprit, ça se fonde aussi sur une réalité à laquelle on est complètement confronté avec cette crise sanitaire qui consiste à faire le lien entre les conditions de mise en œuvre de nos activités, quelles qu'elles soient, et la question de la santé et du bien-être au travail. Et avec toutes les interactions qu'il peut y avoir avec les organismes concernant cette organisation du travail. Alors, je voulais partager déjà un premier élément de réflexion sur la question de la santé, puisqu'on évoque dans notre sujet la notion de santé. Ce qu'est la santé selon l'OMS, hein, c'est une définition qui date de 1947, qui n'a pas pris une ride, hein, justement, et qui parle d'état complet de bien-être, et qui donc est un état physique, mental et social. Et donc c'est intéressant de noter la dimension sociale, notamment, hein, de cette définition de bien-être, qui est donc aussi, j'allais dire, subjective, hein. Cette notion de complet bien-être est totalement subjective. Ce qui veut dire que face à une situation identique, la façon de se sentir bien ne sera pas la même d'une personne à une autre, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, qui veut dire que dans cette logique-là, il ne suffit pas que ce soit visible ou déclaré pour qu'il y ait une absence de bien-être, notamment, hein. En l'occurrence, là, on fait référence aux risques psychosociaux, hein, ou aux maladies chroniques évolutives, par exemple, qui sont des facteurs de non-santé qui sont progressifs et non pas soudains, comme on pourrait le constater, par exemple, dans le cas des accidents de travail. Alors, pour rapidement dresser le tableau, hein, du contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, bon, il y a la conjoncture sanitaire, évidemment, je ne vais pas m'étendre dessus, on est tous largement concernés et au courant de ce que nous vivons, et économique, hein, qui est le corollaire. Ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que pour une fois, depuis peut-être la première fois de l'histoire, je ne sais pas, on fait le parallèle assez facilement aujourd'hui entre des conditions sanitaires et économiques. Donc ça, c'est assez remarquable de faire ce lien, là où avant, les logiques financières pouvaient se distinguer et s'opposer parfois même aussi, bien sûr, à la dimension sanitaire. Là, on comprend clairement que c'est une condition, hein, les conditions sanitaires indispensables, j'allais dire, à la bonne marche de l'économie. Autre élément de contexte important qui nous concerne tous, c'est le prolongement du temps de travail. On est dans le cadre d'une population vieillissante, hein, c'est le quatrième point, enfin, qui est en lien avec le prolongement du temps de travail, puisque par ailleurs, il y a la question de l'âge de départ à la retraite qui est induite. Qui est lié évidemment à la situation démographique, alors de la France, mais de beaucoup de pays du monde, hormis les pays dits en voie de développement qui ont un taux de natalité encore supérieur au taux de mortalité pour lesquels la population active est plus jeune. Pour beaucoup d'autres pays du monde, la problématique est inverse, hein. On a une situation démographique où il y a beaucoup plus de personnes plus âgées, où la moyenne d'âge est plus âgée, et donc se pose la question des régimes de retraite qui sont en place, notamment chez nous. Augmentation des risques psychosociaux et des maladies chroniques qui sont liés notamment aux conditions de vie et de travail. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais on voit une recrudescence, hein, d'apparition de cancers, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de troubles musculo-squelettiques également, et de risques psychosociaux qui sont des maladies qui ont un impact fort dans le fonctionnement des organisations, évidemment, et avec lesquelles il faut évidemment aménager les organisations. Un écart intergénérationnel, pour la première fois aussi, je pense, de l'histoire, on va se retrouver dans des situations de travail où nous aurons 4 niveaux de génération présentes au travail, entre
ceux qui ne seront pas encore partis en retraite dans les 60 et quelques années, enfin plus de 60 ans en tout cas, et les nouvelles générations autour de la vingtaine. Voilà, on va se retrouver avec à devoir gérer des populations intergénérationnelles sur un panel très très large. Et là aussi, ça pose quelques questions j'allais dire, d'adéquation ou de bon fonctionnement intergénérationnel. Le marché de l'emploi qui, lui aussi, est en pleine transformation. Quand on raisonne dans une logique d'offre et de demande, on s'aperçoit aujourd'hui que, après avoir vécu des pénuries d'emploi sur beaucoup de secteurs, c'est l'inverse qui se produit de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a de la pénurie de main-d'œuvre, et donc avec d'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte pour notamment pourvoir à des postes, pour trouver des candidats qui puissent répondre à des vacances de poste. Des filières de formation qui ont aussi besoin de s'adapter de plus en plus au contexte, et notamment, par exemple, ce que nous vivons actuellement, le fait d'intervenir en distanciel fait partie des enjeux, hein, la formation digitale à distance et tous les outils numériques qui aujourd'hui sont en œuvre dans les organisations contribuent aussi à faire évoluer les conditions de travail. Un système de prévoyance en France qui couvre beaucoup, pour l'instant, de nos dépenses, et qui peut parfois inciter à les utiliser plus qu'il ne faudrait. La problématique de la sédentarisation des activités, avec notamment la révolution numérique, qui fait qu'on est de plus en plus souvent devant les écrans, hein, avec une sédentarisation donc accrue du fait de ces différents outils numériques. Donc voilà, en quelques mots, hein, le contexte, hein, le cadre dans lequel aujourd'hui on évolue dans le travail, et qui pose la question justement de notre rapport au travail et de cette évolution du rapport au travail. Bon, j'ai mis une petite illustration pour voilà, pour faire part de manière humoristique, hein, de ces évolutions. On peut, voilà, on peut se dire que la plante verte, voilà, va nous sauver. En tout cas, on sait que la qualité de l'air, par exemple, fait partie des éléments de conditions de travail à prendre en compte en termes d'environnement. Donc, là où je vais en venir, c'est qu'on a à faire face donc à ces problèmes de santé qui sont ceux que j'énonce là, qui sont les 3 problèmes de santé les plus récurrents. Et notamment la question de la santé mentale se pose de plus en plus. Et quand on raisonne en termes d'attractivité dans les organisations, évidemment, le fait qu'on puisse se sentir bien à son travail fait partie des critères de recrutement. Et quand aujourd'hui, on est face à la problématique que j'évoquais juste avant d'attractivité, hein, de différents postes à pourvoir, eh bien, aujourd'hui, cette question du cadre psychologique, hein, de travail fait partie des éléments d'appréciation des candidats, notamment. Alors, à ça, on peut faire le lien avec les évolutions légales qui ont eu lieu ces dernières années, et notamment une évolution légale importante qui est liée à l'accord national interprofessionnel de 2013, qui donne une définition d'ailleurs de ce qu'est la qualité de vie au travail. Alors, on nous parle de conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci. Donc, on voit l'importance de pouvoir décider dans une certaine mesure de la façon dont on va réaliser son travail, hein, d'avoir ce niveau d'autonomie nécessaire. Donc, c'est ces éléments-là qui vont déterminer la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. Donc, la capacité finalement à aménager dans son environnement de travail, dans son cadre de travail, des conditions qui soient favorables à la bonne réalisation de nos activités, de notre travail. Donc ça, c'est ce que nous propose l'ANACT, hein, comme définition. Et en parallèle, pour aller un petit peu plus loin sur la dimension outre-Atlantique que je vais présenter juste après, de la qualité de vie au travail, on parle de promotion de la santé au Canada, précisément au Québec.
alors là, c'est une définition européenne, mais l'idée est assez proche en Nord-Amérique, c'est qu'on va veiller en tant qu'employeur, en tant que travailleur et au niveau de la société à améliorer la santé et le bien-être des personnes au travail. Et ça se fera en travaillant sur l'amélioration de l'organisation et de l'environnement de travail. Et ça passera par la promotion d'une participation active et un encouragement au développement personnel. Alors, on voit là une dimension qui apparaît, c'est à la fois une dimension collective et une dimension individuelle. Et ça, c'est un élément important de prendre en compte l'idée que il n'y a pas uniquement une responsabilité d'un point de vue collectif ou d'un point de vue individuel. C'est vraiment cette combinaison des deux sources, j'allais dire, de bien-être et de santé qui vont permettre d'améliorer l'organisation du travail. Alors, pour ce faire, et c'est là que je voulais en venir aussi à propos de la méthode québécoise, on a Si je peux me permettre, oui, Frédéric, oui, juste un temps. Au niveau du temps, là, en fait, on va être… je déborde un peu déjà, peut-être. Non, pas débordé, mais en tous les cas, voilà, ça va passer assez vite les dernières minutes qui restent. Donc, si tu souhaites vraiment focaliser sur des aspects et des points importants, Oui, alors voilà, justement, je vais ouvrir sur ce sujet-là, sur la méthode québécoise. Je vais pas trop la détailler, je vais simplement dire pour ceux qui la connaissent pas, bon, parmi les personnes présentes, un certain nombre la connaissent déjà, mais ce qui est important à rappeler, il y a deux idées, j'irais, essentielles à retenir de l'approche québécoise et qui font le lien avec la promotion de la santé que j'évoquais juste avant. C'est d'abord une approche participative et inclusive de l'amélioration de l'organisation du travail et des conditions de travail à travers les 5 étapes d'implantation et dans lesquelles ces 5 étapes, il y a une approche participative qui est éminemment souhaitée et proposée à travers les différentes exigences du référentiel et qui s'appuie donc sur une instance de gouvernance qui est le comité, qui va permettre à la fois d'agir collectivement, mais aussi d'inciter individuellement chaque personne dans l'organisation à prendre en compte son bien-être au travail. Donc, il y a cet aspect collectif et individuel. Et l'autre aspect très important de la démarche, et ça fera le lien, je pense, avec la suite de nos échanges, c'est l'approche globale de la santé, l'approche holistique de la santé, où là, on a la notion de 4 sphères. Alors, 4 sphères qui balayent à la fois la notion de santé au travail, évidemment, mais va un petit peu au-delà de la sphère purement professionnelle pour questionner des habitudes de vie, des pratiques personnelles, et puis de l'équilibre qu'on va pouvoir instaurer, mettre en œuvre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Partant du principe, comme le disent avec beaucoup de bon sens les Québécois, que quand on a des problèmes de santé ou de bien-être, ça se répercute à la fois sur l'aspect personnel et sur l'aspect professionnel. Et donc tout l'enjeu et tout l'intérêt aussi de cette démarche, c'est de voir dans quelle mesure d'un point de vue professionnel, on peut mettre à disposition des conditions qui soient favorables à la santé des personnes. Alors, de manière collective, dans un intérêt individuel, c'est là qu'on retrouve cette conciliation, cet équilibre entre les deux, une responsabilité collective et une responsabilité individuelle, et qui introduit du coup, en quelque sorte, la notion de responsabilité sociétale des organisations, dans la mesure où, en mettant en œuvre cet environnement favorable, eh bien, elle va un petit peu au-delà de sa mission première, c'est-à-dire qu'elle elle encourage chacun à agir pour son bien-être, mais aussi elle rend possible cette action en mettant à disposition des moyens qui le permettent, des moyens de déplacement qui soient en lien avec la pratique d'activité physique, en mettant à disposition une offre alimentaire qui soit saine, en mettant à disposition des pratiques managériales qui soient inclusives, respectueuses, participatives, en mettant aussi à disposition des équipements qui soient ergonomiques, qui soient agréables, confortables. Enfin voilà, toutes ces dispositions-là vont avoir un intérêt à la fois collectif et individuel, et voilà, elles vont contribuer à ce bien-être et à la santé de tous. Je vais m'arrêter là peut-être. Et je vais. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric, pour nous avoir
ouvert, en fait, et ouvert cette conférence sur une approche holistique de la santé à travers la notion de bien-être et les grandes notions que tu nous as rappelées. On va entendre Lionel Vinour et Laurent Bosquet. Donc, Laurent Bosquet, que je vais laisser se présenter, avec peut-être en fin de propos, mais tu le diras bien mieux que moi, et Lionel Vinour également, un lien directement fait sur l'implémentation de projets, c'est-à-dire comment est-ce que l'on part d'une réflexion collective qui va du bien-être individuel à un collectif. On arrive, comme vous le faites à Poitiers, à une question d'implémentation de projet, donc également une question de valorisation de patrimoine immobilier. On revient sur une notion d'implantation assez matérielle dans un territoire. Merci Nathalie. Juste avant de débuter, est-ce que tu peux me confirmer que vous avez bien le diaporama? Tout à fait, oui, très bien, c'est parfait, oui. Parfait. Et peux-tu me rappeler le temps exact que j'ai? Comme ça, je vais mettre mon chrono à côté pour ajuster. Alors, bon, en fait, Frédéric a été assez court. Tu as 20 minutes et on a 5 minutes d'échange. À ta guise pour les intervenants, si tu souhaites ouvrir les micros, tu peux demander à ce que les personnes ouvrent leur micro ou tu peux avoir ton propos d'un seul tenant. Le mieux, c'est peut-être d'avoir le propos d'un seul tenant. Et puis, à la fin, nous prendre le temps d'échanger sur n'importe quelle partie de la présentation. D'accord, très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Laurent Bosquet, je suis professeur à l'université de Poitiers. Et donc, je vais illustrer finalement une mise en œuvre possible de cette démarche québécoise, la norme entreprise en santé, que vient de présenter Frédéric Mounier. Donc, je vais illustrer la mise en œuvre de cette norme au sein d'un établissement public, donc, qui est l'université de Poitiers. Ce sera une présentation à deux voix, puisque je passerai la parole alors soit à Lionel Vinour, qui est directeur de la logistique et du patrimoine immobilier, soit à Laurent Brisy, qui est vice-président en charge du patrimoine immobilier. Donc, ça dépendra de leur disponibilité au moment où on arrivera à cette partie précise de la présentation, puisqu'ils sont à cheval sur deux visioconférences. Alors, l'objectif de cette présentation, effectivement, c'est d'illustrer la mise en œuvre de cette norme. À l'université de Poitiers, eh bien, la période de 2012 à 2016, comme dans beaucoup d'autres universités du reste, a été marquée par une phase plutôt quantitative. À l'époque, il s'agissait de mettre en œuvre la loi Sauvadet, enfin, une phase quantitative dans la gestion des ressources humaines. Donc, à l'époque, il s'agissait de mettre en œuvre, pour l'essentiel, la loi Sauvadet. Pour le mandat de 2016 à 2020, donc il se trouve qu'à Poitiers, nous avons eu le même président. C'était son deuxième mandat. Donc, il a souhaité passer d'une approche plutôt quantitative à une approche plus qualitative, en lien notamment avec la qualité de vie au travail. Et il m'a confié cette mission à l'époque. Donc, j'étais vice-président délégué en charge notamment de la qualité de vie au travail. Et j'ai pu donc structurer cette démarche au sein de l'université. Alors, pourquoi moi? Bon, je suis professeur en physiologie, donc le lien n'est pas forcément évident. Néanmoins, juste avant, j'étais doyen de la faculté des sciences du sport et j'avais été amené à gérer un certain nombre de situations dégradées. Et puis, nous avions mis en place un certain nombre d'actions en lien avec la qualité de vie au travail. Par mon activité de recherche également, donc on s'intéresse entre autres à l'effet du stress sur le système cardiovasculaire. Et puis enfin, avant de travailler à l'université de Poitiers, j'étais professeur à l'université de Montréal. Donc au Québec, effectivement, il y a cette culture de la qualité de vie au travail, même si j'y reviendrai un petit peu plus tard. Nous avons une culture très différente. Donc il y a une culture de la QVT, mais ça ne peut pas être la culture que l'on va avoir en France, compte tenu de nos spécificités culturelles. Alors, cette démarche, eh bien, comme l'a bien dit Frédéric Mounier, la démarche québécoise, c'est toujours empreint de bon sens. Donc, il vous a présenté les 5 étapes. Donc, la première étape, il s'agissait de mettre en œuvre un comité du mieux-être au sein de l'université. Ça a donc été fait assez rapidement. Là, vous avez sous les yeux les statuts de 2017 avec une mise à jour en 2020. Je pourrais y revenir éventuellement sur ces différentes étapes. Je vais passer
assez rapidement et prendre plus de temps sur les éléments qui m'apparaissent plus importants. Donc, la première étape, elle a tout de même nécessité quelques mois avant d'y parvenir et d'avoir ces statuts. J'y reviendrai justement sur ce qui fait la spécificité du système français par rapport au système québécois. La deuxième étape de cette norme, eh bien, c'est justement d'appuyer toutes les propositions sur les besoins exprimés par la communauté universitaire. Donc, on a eu une phase de construction d'outils et puis de mise en place de diagnostic. Donc, c'est ce que j'ai appelé la phase de recueil des préoccupations, besoins et intérêts de la communauté universitaire. La méthode, c'était somme toute assez classique, c'est-à-dire qu'on a articulé une phase quantitative avec un questionnaire qui a été envoyé à la totalité de la communauté universitaire. Donc, c'est 3000 agents ou personnel BIAT, enseignants, enseignants-chercheurs ou chercheurs. Et on a eu un taux de réponse aux alentours de 50%, ce qui est quand même très bon pour ce type de consultation et qui marquait un intérêt important de la communauté universitaire. Cette phase quantitative a été ensuite approfondie par une phase qualitative. Donc, c'était pour l'essentiel des groupes focus qui ont été mis en place avec la collaboration de l'ARACT afin de libérer la parole et que ce ne soit pas l'université qui pilote ces groupes focus. Et l'ARACT ici est intervenu dans le cadre de la convention PASS. Donc, tous les établissements publics universitaires ou le lycée, collège peuvent être concernés. Au besoin, je pourrai y revenir dans la période de discussion pour vous présenter de quoi il s'agit et comment cela peut être financé. Donc, nous avons mis en place cette phase de diagnostic et puis, eh bien, voilà, il en est sorti un certain nombre de conclusions. Là, vous avez l'illustration du rapport, enfin de quelques pages du rapport qui a été fait. Et je vais revenir un peu après plus précisément sur les grands axes que l'on a privilégiés. La troisième étape de la norme, une fois que l'on a mis en place cette phase de recueil, cette phase de diagnostic, finalement, eh bien, c'est de prévoir des actions dans au moins 2 des 4 axes identifiés dans la norme, qui sont les 4 piliers de la qualité de vie au travail. Donc, on va retrouver les habitudes de vie du personnel, l'équilibre travail-vie personnelle, l'environnement de travail et les pratiques de gestion. Très clairement, dans la phase de consultation que l'on a eue, eh bien, c'est l'environnement de travail, donc on va faire le lien tout de suite après avec le patrimoine et les politiques d'aménagement du site, et la deuxième priorité, c'était les pratiques de gestion. En approfondissant à la fois les réponses aux questions fermées, ainsi que les réflexions qui ont émergé des groupes focus, eh bien, le comité du mieux-être a identifié 4 thèmes prioritaires pour le plan d'action. 3 d'entre eux sont en lien avec les pratiques de gestion, puisque c'était quand même la priorité exprimée par nos collègues, et un thème est en lien avec l'environnement, que ce soit l'environnement extérieur ou l'environnement intérieur. Pour les pratiques de gestion, on pourrait y revenir. Je ne vais pas m'étendre de trop, mais vous avez les grands thèmes à l'écran. Donc, le premier, c'était l'amélioration des procédures de gestion par une démarche ascendante depuis des réseaux professionnels. Donc, l'idée, c'était vraiment que l'ensemble de la communauté se sente impliqué dans l'amélioration continue des processus de gestion et que son avis, surtout, soit pris en compte. Un deuxième thème, eh bien, concernait plutôt la fonction d'encadrement et les N+1, qui, à l'université, sont souvent des techniciens de très bon niveau, qui ont une promotion et vont passer donc à une mission d'encadrement sans forcément avoir de formation, même si, bien sûr, l'offre de formation de l'université le propose, mais au moment où ils deviennent N+1, ce n'est pas forcément dans leur culture. Donc, ils peuvent se retrouver occasionnellement en difficulté. Donc, le deuxième thème, c'était définir, asseoir et valoriser la fonction d'encadrement. Le troisième thème, qui était plutôt lié au sentiment d'appartenance à l'université de Poitiers, eh bien, c'était de valoriser les réalisations, soit des individus, soit des équipes, auprès de la communauté universitaire, et de développer le sentiment d'appartenance. Donc, les 3 premiers thèmes, et ensuite, eh bien, on avait un thème qui était ressorti très nettement, également en lien avec l'environnement de travail. Et là, la façon dont on l'a formulé
compte tenu de cette phase de diagnostic, eh bien, vous l'avez ici, c'est créer un environnement de travail propice aux échanges et à la convivialité. 2 dimensions vraiment importantes et vous verrez donc comment, eh bien, tout ça a pu se mettre en place. Donc, voilà, à l'issue de la phase de consultation, il ressort 4 thèmes qui seront les thèmes prioritaires de notre plan d'action. Ensuite, ce que prévoit la norme Entreprise en santé, c'est que ce plan d'action, il est construit par la communauté, par les collaborateurs. Il n'est pas ascendant, il n'est pas descendant, pardon, il est vraiment ascendant. À partir de là, eh bien, il y a eu tout un travail préparatoire avant de lancer la construction du plan d'action. Il a fallu d'abord construire les outils, ce qui s'est fait de mars à juillet 2018 à peu près, et on a été accompagné dans ce cadre-là par Frédéric Mounier et l'AFNOR qui propose ce type d'accompagnement aux établissements et aux organisations. Ensuite, les personnels, vous voyez, ont été informés en septembre 2018, ils ont pu s'inscrire jusqu'à mi-octobre, et les réunions de travail pour chacun des 4 groupes thématiques se sont tenues en gros de novembre 2018 à février 2019. Donc à peu près 4 mois de travail pour arriver aux différentes actions proposées. Et le comité du mieux-être en a fait la synthèse et les a hiérarchisées et validées au mois de mars 2019. Donc vous avez une idée à peu près de la temporalité de ce projet. Ici, vous avez une illustration de ce à quoi peut ressembler notre plan d'action. Pour chaque thème, eh bien, on a des sous-thèmes. À chaque fois, il y a l'objectif, le responsable, les moyens, les livrables, et il y a une annexe. Donc, on avait construit également le modèle d'annexe. Et cette annexe, finalement, eh bien, c'était les propositions faites vraiment par les collègues pour le thème concerné. Et puis, ces tableaux s'accompagnaient d'une programmation sur une période de 4 ans pour la mise en œuvre du plan d'action. Alors, comme je vous l'ai dit, il y avait 4 thèmes prioritaires et il y en avait un notamment en lien direct avec l'environnement. Et comme là, l'objectif aussi, bien, au cours de cet échange que l'on a cet après-midi, c'est de voir comment une démarche de qualité de vie au travail peut s'articuler avec une démarche de gestion du patrimoine immobilier. Donc, on va plutôt illustrer cette partie. Et pour cela, je vais passer la parole soit à Lionel Vinour, soit à Laurent Brisy. Alors là, je ne sais pas lequel des deux est disponible en fonction du déroulé de notre réunion. Oui, donc Lionel Vinour, donc, je suis administrateur en charge de la vie de campus et du patrimoine. Alors à l'époque, effectivement, quand Laurent a travaillé sur ce sujet, j'étais en charge du patrimoine immobilier et c'est en ça où on a travaillé ensemble. Alors tout d'abord, ce que je vous ai présenté là dans les diapos, c'est des aménagements extérieurs, mais ça va de soi et je vous mettrai peut-être à l'écran, partagerai mon écran sur des aménagements intérieurs sur lesquels on a pu travailler. Alors tout d'abord, un constat, c'est effectivement, l'idée, c'était de modifier le cadre de travail pour en faire un véritable cadre de vie. Ça, c'était vraiment l'envie qu'on pouvait avoir sur les différents campus et aussi d'avoir une approche qui soit à la fois expérimentale en disant qu'on pouvait aller touche par touche, mais aussi qui soit totalement sur l'ensemble des campus. Donc, tout d'abord, on a fait une enquête également sur le rythme de vie des étudiants, donc de façon connexe à l'approche par rapport au personnel, parce que je pense que sur cette dimension, on ne peut pas totalement séparer la qualité de vie au travail de la qualité de vie dans les études, par exemple. Donc, tout ça se rejoint quand même. Et surtout, l'idée de mettre l'usager au cœur de la transformation en fait, des espaces. Ça, c'était aussi fondamental et ça rejoint peut-être d'autres orientations que nous avons et qui étaient portées par une volonté politique forte à l'époque, en tous les cas. Laurent en a parlé, plus qu'une adhésion d'ailleurs, c'était une orientation politique. Alors d'abord avec la mise en place d'un vice-président, donc une vice-présidence, c'est pas un acte anodin, donc ça démontrait une volonté, et puis aussi un schéma directeur qui a été mis en place et qui rejoignait notre schéma directeur de développement durable et de responsabilité sociétale. Et donc tout ça s'articulait. C'est difficile parfois de savoir lequel est dans l'un ou dans l'autre quand on parle de responsabilité sociétale, mais en tous les cas, ces thématiques en font totalement partie. Et puis, donc c'est vraiment un sujet au cœur de la stratégie des DRS, enfin développement durable
et responsabilité sociétale, parce qu'à Poitiers, on n'est pas une immense université, donc on a besoin d'en faire un enjeu d'attractivité par rapport à nos territoires. Donc là, on voit sur le site de Niort, comme on l'a vu avant sur celui d'Angoulême, on voyait des espaces sportifs qui ont été recréés à partir d'un parking ex nihilo. Donc là aussi, c'est à partir de groupes de travail, on voit une petite illustration là, mais à chaque fois, on a eu des groupes de travail avec les usagers du site. L'idée, c'est de les réunir. Et puis après, d'avoir des groupes de travail classiques pour faire émerger des idées, des gommettes sur les plans pour voir comment on fait évoluer les choses. Et d'inclure effectivement les étudiants et les étudiantes qui partagent un cadre de vie identique. Donc là, on voit le site de Niort qui a été aménagé avec des espaces extérieurs. Alors, celui de Poitiers, vous voyez là, pour ceux, il y en a quelques-uns dans l'assistance qui connaissent Poitiers. Donc avant, il y avait ces espaces routiers, vous voyez, une double voie. Et après, on a pu en faire une zone totalement apaisée où les voitures sont reconcentrées sur cet espace-là qui a été totalement réaménagé, et puis des espaces de mobilité douce. La pratique du vélo qui a été aussi fortement augmentée avec l'installation de 1000 stationnements vélo sur l'ensemble des campus, et puis également des préaux, par exemple, en extérieur. Et on ne voit pas, il y a aussi des théâtres, différents types de théâtres, soit minéraux, soit végétaux, pour permettre différentes pratiques, différents usages également dans le cadre des réaménagements, là aussi pour favoriser tout ce qui peut être autour de l'éducation informelle. Alors, je vais essayer de vous partager l'écran. Ah non, peut-être que ce n'est pas moi qui peux le partager parce que je n'ai pas la main. Si, tu as la main. Je viens d'arrêter mon partage, tu peux le faire. Je peux le faire. Alors, je vais essayer de vous partager l'écran. Si j'y arrive, écran partagé, on devrait y arriver dans 30 secondes. Voilà, par exemple, c'était pour vous montrer le partage sur un lieu, par exemple, donc un lieu classique de réunion pour lequel on a eu, vous voyez, il y avait une salle de réunion, un espace cafétéria, un local détente qui était tout petit ici, et puis la salle à manger du président. Donc, on a fait un groupe de travail avec des personnels et on arrive à ça à la fin. Donc, je vais plutôt vous montrer ça, c'est plus parlant. Voilà, un espace qui permet de redimensionner les différents endroits avec des fonctions différentes qui sont assez classiques, somme toute. Il n'y a pas de révolution en tant que ça, sauf l'appropriation par les personnels et le fait que la gouvernance doit porter derrière la réalisation de ces espaces. Donc, plus que des aménagements immobiliers en tant que tels, là, on voit bien qu'on est sur de l'aménagement mobilier avec des zones qui impliquent aussi la façon de repenser le travail. De dire inclure une télé, là, pourquoi pas. Alors maintenant, avec tout ce qu'on a fait autour du numérique et puis des différents outils, ben, ça va plus de soi. Mais à l'époque, ça n'allait pas forcément de soi. Des façons différentes de travailler, de se positionner. Autant dans les espaces étudiants, on arrivait assez facilement à le faire. Autant pour les espaces des personnels, c'était plus complexe. Là, on est à la présidence. Donc, donner à voir des gens qui sont levés dans des canapés ou autres, est-ce que c'est bien à voir? Et je pense que tout le travail qui avait été fait en amont par Laurent à travers ce schéma, bah, ça a aidé à pouvoir restructurer cet espace. La multifonctionnalité aussi. Voilà, pour les étudiants, ça va de soi de mettre un baby-foot, pour les personnels un peu moins. Donc, mais ceci dit, ce n'est pas novateur en soi, au sens où il y a beaucoup d'entreprises qui le font déjà bien avant nous, mais dans le monde universitaire, ce n'est pas si courant que ça. Donc voilà, et l'espace peut-être le plus novateur dans l'ensemble, c'était ça, c'était l'espace de sieste, en fait. L'idée qu'on puisse inclure dans un lieu dédié au travail avant tout, qui est la présidence de l'université, un lieu de sieste, bah déjà ça, c'était quand même assez révolutionnaire et ça l'a été en tous les cas par rapport à notre gouvernance. Voilà, je pourrais y revenir dessus. Donc, à la fois espace extérieur et espace intérieur, l'ensemble étant traité dans des temporalités différentes en fonction du rythme des notes et des moyens financiers qu'on a à y consacrer. C'est peut-être le bémol que je ferais. C'est que tu as le portage politique fort, mais après, le portage politique doit aller jusqu'au portage financier. Et parfois, ça peut être plus compliqué. Voilà. Donc, je te repasse la main, Laurent. Merci Lionel. Donc, il me reste 2-3 minutes pour vous présenter une seconde conséquence, quelque part, de cette stratégie, de cette démarche de qualité de vie au travail à l'Université de Poitiers, qui concerne finalement les synergies que ça nous a permis de créer avec les collectivités,
le département, le Grand Poitiers, avec également les entreprises du site. Puisque au début, lorsque l'on a essayé d'échanger avec eux pour voir quelles étaient leurs stratégies de qualité de vie au travail, pour pouvoir s'en inspirer, voir ce que l'on pouvait éventuellement mutualiser, il est apparu pour tous ces acteurs, peu importe que ce soit des collectivités ou des entreprises, que la plupart considéraient qu'il y avait un intérêt évident à mettre en place ce type de démarche dans leur établissement ou dans leur organisation. Par contre, ils considéraient qu'il manquait de ressources. Soit de ressources humaines parce que pas de personnes qualifiées, sachant que la particularité de Poitiers, c'est qu'il y a 90% de TPE, donc des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, soit il manquait de ressources humaines, soit il manquait de ressources bâtimentaires, également patrimoniales, ce qui fait que c'était un intérêt partagé, mais finalement, il y avait peu d'outils, de moyens pour aller de l'avant. Donc, ce que l'on a fait, vous avez ici quelques illustrations dans le cadre de la semaine entreprise-université ou de la semaine InnovUp ou dans le cadre de petits déjeuners que l'on a organisé avec le Technopolitain, qui est la revue de la Technopole de Grand Poitiers, dans le cadre également de manifestations culturelles, scientifiques, que l'on a mis en place. Eh bien, on a pu donc co-construire avec les entreprises et les collectivités des démarches communes et un projet commun qui s'appuie vraiment sur le patrimoine. Et ce projet, eh bien, c'est celui d'un centre de ressources dédié au sport santé, mais là, c'est une problématique vraiment indépendante, et à la qualité de vie au travail. Donc, vous avez le plan à l'écran. En fait, c'est un gymnase qui avait une particularité, qui était propriété du département, géré par l'université sous forme de convention, mais qui était fermé depuis plusieurs années. Et la particularité, c'est qu'il y a la partie gymnase que vous voyez à droite, et ici, sur la gauche, il y avait 2 niveaux qui étaient complètement nus. C'était du béton, des parpaings, et c'est tout. Donc là, l'objectif, eh bien, c'est de l'aménager. Donc, il y a une cuisine pédagogique, des bureaux mutualisés, un espace de convivialité. À l'étage intermédiaire, il y a une salle de fitness, il y a un espace multimodal, il y a un lieu de rangement de solutions numériques, puisqu'une grande partie du projet s'articule sur le numérique, notamment pour aller toucher les territoires isolés de notre département. Donc, voilà finalement quel est le projet. Il fallait que l'on trouve un lieu pour incarner cette dynamique entre l'université, les collectivités, les entreprises, donc tous les acteurs du territoire. Et ce lieu, eh bien, c'était ce gymnase pour en faire un centre de ressources. Et là, on a un vrai partenariat dans le sens où le département qui était propriétaire de ce gymnase l'a échangé, enfin cédé, mais il y a eu un échange également d'un bâtiment d'une valeur moindre, mais en tout cas a cédé l'équipement à l'université qui en est devenue propriétaire. L'université étant propriétaire, elle a pu engager les travaux. Donc là, c'est une procédure qui est en cours. Les travaux devraient pouvoir débuter à la fin de l'été. Et puis ensuite, il fallait aménager cet équipement puisque nos règles de gestion, notamment par rapport au patrimoine, dans le cas de la dévolution du patrimoine, fait que l'université peut payer les travaux, mais comme il s'agit de rénovation, elle ne peut pas payer l'équipement à l'intérieur, quand on parle de cuisine pédagogique, de salle de fitness, etc. Donc là, c'est un partenaire privé qui nous accompagne, AG2R, la mondiale. Pour vous donner un ordre de grandeur, et que vous ayez une idée quand même de l'importance que chacun attribue à ce projet, c'est un projet qui est à environ 2 millions d'euros, sachant que AG2R, c'est environ 550 000 euros, le département, 650 000 euros, l'université, le sol, donc un peu plus, c'est l'université qui contribue le plus à ce projet. Mais vous voyez vraiment un projet d'envergure. Ce qu'il fallait dans ce projet, c'était également que l'ensemble des acteurs puissent s'y retrouver. Donc, quand on a réfléchi à la gouvernance, eh bien, assez logiquement, on est arrivé au statut de SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif. L'objectif, c'est que l'université signe une convention de délégation à cette SIC, à cette coopérative, qui pour le coup rassemble l'ensemble des acteurs de notre territoire, pour qu'elle gère cet équipement en dehors des créneaux réservés à l'université pour la mise en place de sa propre démarche qualité de vie au travail. Donc voilà, vous voyez qu'à travers cette mise en œuvre de la norme québécoise à l'université de Poitiers, vous voyez l'illustration, on peut y revenir maintenant dans la phase de questions, mais
au-delà de ça, eh bien, cette réflexion que l'on a eue a permis vraiment de créer une dynamique de territoire. À notre connaissance, il y a peu de dynamiques de ce type en France. Il y en a une qui est en train de se créer en Normandie et qui va vous être présentée. Il y a Orléans également qui a mis en place des choses très intéressantes. Mais voyez que ça a été finalement, cette démarche qualité de vie au travail, l'occasion d'un rapprochement important entre tous les acteurs du territoire et chacun y a contribué de façon significative autour d'un projet emblématique qui est un projet donc lié au patrimoine. Voilà, on a dépassé un Merci tout petit beaucoup, peu. Laurent. Oui, merci beaucoup, Laurent et Lionel, pour cette intervention qui nous ouvre vraiment des perspectives sur la façon dont un collectif peut porter un projet qui agrège en synergie de nombreux acteurs sur un territoire. Et je retiens vraiment toute la démarche chronologique, en fait, hein, du bien-être individuel à une stratégie collective qui permet d'agréger des partenaires au niveau d'un territoire jusqu'à un centre de ressources, comme vous l'avez De ressources. exposé. Dans les illustrations que Lionel Vinour nous a présentées, il y a aussi un va-et-vient et un retour sans cesse aux usagers, si on peut dire, en fait, de manière à être au plus près de leurs besoins. Est-ce qu'on peut parler de co-design d'espace au moment où les aménagements se font, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, c'est-à-dire dans la façon de finaliser les besoins et de faire émerger un projet jusqu'à sa réalisation? Alors, ça dépend effectivement, Nathalie, des espaces, mais il y en a pour lesquels c'est même aller plus loin que le co-design. C'est-à-dire que j'aurais pu, oui, je n'y ai pas pensé, mais par exemple, des foyers étudiants où ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont pu redessiner les espaces et nous ensuite qui les passons à la moulinette et les mettons en œuvre. Donc, on a ce souci-là. Je pense à Châtellerault, par exemple, on a ces espaces. En fait, l'intérêt, c'est qu'on a un schéma directeur de développement durable qui inclut la notion d'éco-campus et on prend en compte ces logiques qui ont été développées, ces orientations fortes dans le cadre à la fois de la qualité de vie au travail, mais de tout ce qui a été travaillé sur le temps étudiant pour pouvoir impliquer l'usager et puis les redéfinir, redessiner, effectivement, comme tu le dis, avec eux, ces éléments-là. Le préau que j'ai montré tout à l'heure devant la faculté des sciences du sport, ce n'est pas une idée qu'on aurait eue tout seul. Donc, à un moment donné, c'est important d'entendre la façon dont les usagers peuvent vouloir se réapproprier l'espace. Oui, oui. Et en parallèle, en fait, dans l'intervention de Laurent, donc de Laurent Bosquet, j'ai retenu que dans l'écoute que vous aviez mise en place auprès de toute la communauté, de l'ensemble de la communauté universitaire, mais également donc des personnels, il y avait une demande de développer un sentiment d'appartenance, de renforcer la relation à l'environnement et de renforcer, pour un aspect plus gestion, la valorisation en fait de ce que chacun faisait. Est-ce que tu as 2 mots peut-être à nous donner sur ces aspects-là en lien avec le centre de ressources, Laurent? Ou, Alors, le centre de ressources n'est pas un élément de réponse directe à ce thème finalement sur le développement du sentiment d'appartenance, etc. Là, les réponses, c'est un thème qui est assez transversal finalement. On va le retrouver par exemple dans le premier thème, hein, qui est d'impliquer les personnels, quel que soit leur niveau, dans l'amélioration continue des procédures de gestion. Là, c'est de nature à contribuer le sentiment d'appartenance parce que ce qui ressortait dans la phase de consultation, c'est que beaucoup se sentaient inutiles parce que ils détectaient éventuellement les dysfonctionnements, mais leur avis n'était jamais pris en compte. Donc ça, c'est quelque chose qui a été assez récurrent dans les réponses aux questions fermées, mais aussi dans les groupes focus. Donc un premier élément, eh bien, c'est justement de souligner, de mettre à contribution, de reconnaître la compétence des personnes dans un processus qui est important. Je veux dire, le processus d'amélioration continue au sein d'une université, c'est pas rien. Donc voilà, c'est plutôt par des actions de ce type que l'on va jouer sur le développement du sentiment d'appartenance. Le centre de ressources, lui, il va beaucoup jouer sur les habitudes de vie, la partie liée aux habitudes de vie, parce qu'il pourrait y avoir des ateliers de gestion du stress autour de l'alimentation, la nutrition, de l'activité physique. On va pouvoir également accompagner les entreprises
également autour des procédures de gestion, puisque l'intérêt de ce centre de ressources, c'est que tout ce qui va être proposé devra s'appuyer, quand c'est possible, parce que le calendrier universitaire ne le permet pas tout le temps, quand c'est possible, eh bien, ces actions devront s'appuyer sur les étudiants en formation. On a plusieurs licences, plusieurs masters à l'échelle université, dont c'est vraiment le cœur de métier, et puis s'appuyer également sur les laboratoires, quand il y a par exemple des procédures d'évaluation à mettre en place. Donc voilà, le centre de ressources, il va être beaucoup sur les habitudes de vie, mais aussi sur l'accompagnement des entreprises à travers des actions qui sont co-construites avec nos diplômes et avec nos laboratoires. Très bien, merci. Peut-être un élément complément, Nathalie, sur la question du sentiment d'appartenance. Ce qu'on a changé par rapport à ça, c'était par exemple l'amélioration de l'accueil, aussi bien des nouveaux personnels que des nouveaux étudiants. Et pour les nouveaux personnels, depuis plusieurs années maintenant, il y a un escape game en fait, qui leur est proposé dans les journées d'accueil et qui leur permet de découvrir physiquement leurs différents campus en faisant… alors, course d'orientation, c'est un bien grand mot parce qu'on ne leur demande pas de courir en tant que tel, hein, mais bon, une balade en groupe, en tous les cas, avec des clés à trouver autour de justement de tout un tas d'éléments de découverte de l'université, dont le développement durable, tous ces enjeux-là. Et ça renforce le sentiment d'appartenance à une communauté. Voilà. D'accord, merci Lionel. Là, vraiment, là, il y a un temps de partage, un temps de questions-réponses, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat ou bien à lever la main en ouvrant votre micro. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Peut-être, Nathalie, si je peux me Oui. permettre, en attendant éventuellement qu'il y ait des personnes qui souhaitent se manifester, mais puisque éventuellement certaines seront intéressés à mettre en œuvre cette norme québécoise. Et je voulais juste insister sur 2 points qui sont importants. La France n'est pas le Québec. Et un point qui est important notamment, c'est la place et comment dire, la nature des échanges que l'on peut avoir avec les syndicats. C'est complètement différent en Amérique du Nord, complètement différent de la France. C'est pour ça que la mise en place du comité du mieux-être, même si sur le papier, ça a l'air quelque chose de très simple, en fait, il faut vraiment prendre le temps d'aller rencontrer, en France du moins, hein, l'ensemble des syndicats, que la confiance s'établisse, qu'ils voient qu'on ne vient pas empiéter, mais qu'au contraire, c'est une opportunité pour éventuellement développer des choses ensemble. Ça a pris 6 mois. Voilà, 6 mois. Donc ça, il faut l'anticiper. Oui. Le second point, c'est que la norme prévoit beaucoup de choses éventuellement sur les habitudes de vie. En Amérique du Nord, on accepte beaucoup plus facilement que l'employeur fasse des recommandations et intervienne directement sur nos habitudes de vie. Parce que déjà, l'assurance sociale ne couvre pas aussi bien que chez nous, les mutuelles, beaucoup n'en ont pas, le régime de retraite, il est beaucoup moins favorable. Donc la santé, c'est une préoccupation beaucoup plus importante qu'en France. Parce que voilà, quand on a un petit salaire, on ne peut pas gérer sa santé. D'accord. Donc, ils accèdent beaucoup plus facilement qu'on dise qu'il y ait des programmes pour arrêter de fumer, pour les addictions, etc. Alors qu'en France, ça, c'est un point très sensible. Beaucoup considèrent que ce n'est pas à l'employeur de leur dire s'ils doivent fumer ou non et qu'ils sont capables de prendre leurs décisions. Oui. Donc, voilà, il y a aussi des spécificités qui font qu'on ne peut pas prendre la norme et l'appliquer comme ça de but en blanc en France. Alors, c'est une excellente transition, puisque nous allons passer la parole à Madame Échelard. Et donc, à travers la prise de parole de la région Normandie, nous allons pouvoir aborder un autre type d'organisation, un autre type de territoire, en fait, qui a travaillé autour de la question du bien-être, du mieux-être et de la qualité de vie au travail. Donc, Madame Échelard, je vous laisse vous présenter pour votre intervention sur la démarche mise en œuvre au sein de la région Normandie, oui, sur le plan santé. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis très heureuse avec notamment Romane de vous rejoindre pour cet échange sur un sujet qui nous tient à cœur maintenant depuis presque 5 ans et qui, comme le disaient les collègues de l'université ou M. Mounier, est au cœur des préoccupations actuelles. Et donc, on a eu la chance d'avoir raison avant
avant malheureusement cette gestion de crise, et ça nous a aussi aidé à gérer la crise, mais on vous le réexpliquera peut-être si on a le temps à la fin. Alors, la région Normandie, c'est une région, on va dire, de moyenne taille, 3 millions d'habitants, nous sommes 5000 salariés. J'ai en charge la direction générale adjointe en charge des ressources, y compris donc finances, bâtiments, moyens généraux et les RH dont on va parler aujourd'hui. L'enjeu pour cette collectivité, en fait, elle est issue de la création des nouvelles régions en 2016, puisque la réforme territoriale, comme vous le savez, a fait disparaître un certain nombre d'ex-régions, les a fusionnées. Alors en Normandie, ex-Haute et ex-Basse, on avait la chance de porter le même nom, mais ça ne suffisait pas pour devenir unique. Et on avait en 2016, au 1er janvier 2016, un fort enjeu de création d'une culture commune pour des territoires qui ont une identité économique très différente, plutôt industrielle au nord de la Seine et plutôt rurale et PME au sud. Et donc, pour l'interne de la collectivité, il était très important de donner une nouvelle vision et un nouveau sens à cette réunification. Donc, il y avait énormément d'appréhension des salariés de la collectivité, donc plus sur les sites administratifs qui représentent 1200 salariés sur les 5000, les 3800 étant répartis dans 150 lycées sur les 5 départements. Donc l'enjeu, c'était vraiment un enjeu identitaire, non seulement pour construire les nouvelles politiques publiques du territoire, mais aussi pour créer ce nouveau collectif de travail, avec le choix politique qui a été fait de maintenir les anciens bureaux des anciennes régions sur Rouen et sur Caen. Ça aussi, ça a été un choix que toutes les régions n'ont pas fait de la même manière, et ça crée implicitement aussi des organisations de travail différentes. Donc en 2016, cette fusion administrative. En septembre 2016, sur les 1200 salariés, 50% changent de fonction ou de mission, ce qui est énorme dans un temps si court. Et à compter de septembre 2016, en fait, il faut remettre en marche cette collectivité en assurant la sécurité des process et en rassurant, on va dire, les salariés, les agents sur leur devenir individuel ou collectif. Dès la fin 2017, en fait, après avoir mis en place un certain nombre d'actions que je ne vais pas déployer, expliquer pour accompagner ce changement majeur, on a souhaité rapidement avoir une évaluation du climat social de la collectivité. Et donc, il y a un audit qui a été mis en œuvre sur l'ensemble des items liés à l'organisation, au management, au bien-être individuel et collectif. Et cet audit donc, a concerné et les agents des lycées et les agents des sites administratifs, avec un fort taux de réponse qui, comme tout à l'heure, démontrait qu'il y avait une vraie attente et un besoin de s'exprimer après, on va dire, ce choc de fusion sur l'avenir et sur le rôle de chacun dans cette organisation. À partir des résultats de cet audit, en fait, on a pu voir des grands axes se dégager. L'importance de la gestion du temps sur l'organisation du travail, puisqu'on est organisé pour intervenir sur 5 départements. C'est un enjeu qui était remonté très, très rapidement après la fusion, puisqu'il y avait de fortes contraintes de déplacement sur le territoire qui n'existaient pas pour les deux sites avant la fusion. Le souhait politique du président et de la vice-présidente en charge des ressources humaines d'avoir une vision responsabilisante auprès des agents, c'est-à-dire de faire que les agents se réapproprient quelque part leur mission et une autonomie dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le souhait aussi formulé par l'ensemble des salariés, comme tout à l'heure pour vous à l'Université de Poitiers,
d'avoir une communication plus ascendante et moins descendante, et donc d'être associé aux choix, on va dire, aux choix principaux et à différentes étapes de la gouvernance. Et pour les lycées plus spécifiquement, donc qui représentent 3800 salariés, le souhait très très fort d'avoir une clarification sur les rôles entre leur employeur région et leur rattachement fonctionnel aux proviseurs et équipes de direction des lycées, avec la difficulté pour eux d'être positionnés entre ces deux autorités qui ont des rôles différents. Voilà, donc ça, c'était le ressenti qui était remonté au travers de cet audit. Et donc, au regard de l'année de fusion, de l'accompagnement qu'on avait mis en œuvre et des résultats de cet audit, j'avais cherché avec ma collègue Muriel Letel, en charge des RH, en fait, un nouveau mode d'approche pour répondre à des enjeux qui apparaissaient quand même très divers et qui n'étaient pas classiques, on va dire. On n'était pas que dans la prévention primaire, voilà, tout ce qui concerne le régalien de la sécurité au travail. On était aussi sur des attentes fortes en termes, donc ce qu'on va appeler dans la norme québécoise d'habitude de vie. Un enjeu très important aussi de management, puisque les deux collectivités avaient des approches managériales très différentes. L'une était très directive dans son management, l'autre était plutôt co-constructive, parfois à l'extrême. Et donc, la fusion de ces deux entités normandes qui avaient une vision managériale très différente obligeait quelque part de faire un choix et de se positionner sur la couleur du management qu'on souhaitait mettre en œuvre. Et donc, le volet managérial était un des enjeux aussi d'accompagnement de ce changement. Et donc, en cherchant voilà, un petit peu par nos expériences antérieures et en regardant ce qui se faisait un petit peu, non seulement en France, mais dans d'autres territoires, j'étais tombée en fait un peu par hasard sur cette norme proposée au Québec, et notamment en France par l'AFNOR. Et j'avais trouvé très intéressant, en fait, on le verra tout à l'heure, les axes développés dans cette norme qui répondaient bien à ces enjeux multiples, individuels et collectifs, avec pour moi, une forte approche en termes de renouveau managérial qui correspondait aux attentes qu'on avait, politiques, hein, qu'on avait au sein de cette collectivité. Donc, on a préparé avec les organisations syndicales la finalisation de cette démarche québécoise entre 2017 et mars, le premier semestre 2018. Et on a présenté donc, au CHSCT en 2018 cette démarche qu'on appelait c'est pas très recherché, mais région en santé au lieu d'entreprise en santé, pour marquer voilà, que c'était le collectif qui se positionnait sur cette question et qui permettait en fait de réunir des conditions de mieux-être, de sécurité, de santé au travail et aussi d'efficience, puisque nous étions dans une collectivité qui se remettait en marche sur un nouveau projet politique et avec de nouvelles compétences qui arrivaient au fil des années déjà nous rejoindre. Voilà. Et ce CHSCT a voté à l'unanimité, ce qui est très surprenant et qui était très fondateur, l'adhésion à cette vision nouvelle de la santé au travail dans cette structure. Voilà pour le début de la genèse. Et donc, comme je vous l'expliquais, la norme québécoise donc, qui a été accompagnée chez nous par l'AFNOR permettait en fait de répondre aux enjeux de gouvernance. Donc, c'est les deux premiers items de la slide, l'amélioration du fonctionnement de la qualité des décisions, la diminution de l'absentéisme, qui était un enjeu fort sur notre collectivité, des enjeux aussi liés au management, la réduction des dépenses de santé et l'augmentation de la motivation et de l'engagement des agents, ainsi que l'image et l'attractivité de la collectivité, et puis un enjeu lié à la qualité du service, l'efficience, la créativité
et le renouveau en fait, des politiques publiques dans cette nouvelle région. Donc, c'est donc une rencontre entre un instant donné, entre nos enjeux qui correspondaient à ceux d'une entité fusionnée, avec les axes qui étaient proposés par cette norme, qui sont proposés par cette norme. Donc, pour nous, comme je vous l'expliquais, la construction d'une culture commune, nouvelle pour tous, des enjeux de management très forts, donc avec le choix d'un management accompagnant, donc moderne, responsabilisant, rendant autonomes les agents, un projet politique fondé donc, sur cette responsabilisation et de fortes attentes en termes d'organisation du travail, donc liées notamment aux nouvelles contraintes d'organisation liées à la grandeur du territoire, au nombre de structures et de bâtiments que nous sommes amenés à gérer sur l'ensemble de la Normandie. Et les 4 axes d'entreprise en santé face à ces enjeux internes étaient en concomitance avec donc le partage d'une pratique de management et de gestion contribuant au bien-être des agents, la prévention des risques, on va dire primaires, et l'amélioration des conditions de travail, les habitudes de vie, donc faire des agents les propres acteurs, co-acteurs avec l'employeur de l'amélioration de leurs conditions de santé. Et puis, l'enjeu très important aussi, l'équilibre de vie privée, vie professionnelle, avec des contraintes qui n'existaient pas dans les 2 autres entités, des contraintes horaires, des contraintes de déplacement, des contraintes de disponibilité dans une collectivité qui a, dès le début, engagé de très nombreux projets. Alors, pour déployer en fait cette norme au sein de notre collectivité, comme l'expliquait aussi l'Université de Poitiers tout à l'heure, la spécificité de cette norme, c'est de faire des salariés de l'entité des participants à sa construction. Et donc, il y a une structuration du pilotage qui se répartit entre un comité de pilotage où sont présents les élus, la direction générale et les directeurs RH, qui définit en fait les grands axes de déploiement. Un comité technique où il y a des agents des différentes directions, pas seulement RH, qui sont présents, des représentants des agents des lycées, et puis les représentants des organisations syndicales, qui, lui, intervient plus sur la mise en œuvre, définit les actions à réaliser, et la manière dont ces actions vont pouvoir être déployées sur le territoire. Et enfin, parce qu'il faut faire, il y a des agents volontaires donc, qui sont positionnés comme des pilotes d'action, qui ne sont surtout pas des agents RH, qui sont des agents de l'ensemble de la collectivité et qui mettent en œuvre concrètement les actions qui ont été dessinées dans le plan d'action. Donc, la spécificité aussi de cette norme, c'est d'être en construction en continu. Et ça peut déstabiliser aussi parfois, en fait. Il n'y a pas de début et de fin quelque part. On fait un diagnostic sur une problématique, on propose des actions, on expérimente, on évalue si l'expérimentation correspond aux objectifs initialement définis. On peut avoir un changement d'environnement qui fait que ça n'y répond plus ou ça y répond moins. Et on généralise ou pas l'expérience ou la pratique à l'ensemble des salariés ou à certaines missions, à certains secteurs. Alors, je vais laisser la parole à Romane qui va vous donner plein d'exemples de ces 4 axes. Bonjour à tous. Alors, je tiens d'abord à m'excuser. J'ai un problème de caméra, donc vous ne verrez que le diapo et pas mon visage. En fait, on a fait le choix de vous présenter 2-3 exemples par axe pour que ce soit un peu plus parlant. Il faut savoir que, donc, comme le disait Madame Echelard, les actions présentées ont toujours lieu par expérimentation et sur la base d'un constat et d'un besoin défini.
Mais il est également important de noter qu'en majorité, là, les actions qu'on va vous présenter sont définies comme sous un axe principal, mais très fréquemment répondent aux autres axes de manière annexe. C'est aussi la beauté de Région en Santé, de ce genre de démarche, c'est que ça permet d'allier plusieurs axes. Au niveau du premier axe, donc le partage de pratiques de management et de gestion contribuant au bien-être des agents, donc là, on est vraiment sur beaucoup de choses en lien avec la communication interne, la prévention, la formation, la lutte contre les discriminations, etc. Tout d'abord, à la région, il y a un campus management qui est mis en place. En fait, tout simplement, c'est un espace réel et virtuel, surtout en ce moment, qui propose un parcours de professionnalisation autour du management et simplement une animation d'un réseau d'entraide et d'échange de pratiques entre les encadrants. Donc, ça permet de regrouper plusieurs outils. Il y a des temps de coaching, il y a des défis, il y a des vidéos, des MOOC, des temps conviviaux, etc. Mais tout simplement pour partager et voilà, mettre en avant les bonnes pratiques et dire quand ça va un peu moins bien et trouver des solutions ensemble. Vous voyez également une petite image autour de formation aux méthodes agiles. Donc ça a pris un nouveau tournant en 2021 notamment. Et c'est vraiment proposé à tous les agents volontaires, peu importe leur fonction, leur catégorie, manager ou pas. Et ça permet vraiment de s'initier tout simplement aux méthodes agiles et en présentant des outils pratiques et adaptés au quotidien. On est sur une formation vraiment de présentation au début et qui est sur le long terme pour accompagner et qui est extrêmement personnalisée. Parce que de toute façon, on sait, les méthodes agiles, c'est un état d'esprit et pas simplement des outils qu'on donne comme ça à la volée. Peut-être, Oui. Romane, expliquer en fait qu'il y a un campus pour les encadrants des sites administratifs. Et des lycées. Et un autre donc pour les encadrants des lycées, les responsables d'équipe qui ont joué un rôle majeur, notamment dans la gestion de crise. Donc, il y a des parcours qui ont été initiés dès 2016, obligatoires pour la formation de chacun, et avec des modules qui sont proposés au choix de chacun selon son ancienneté dans la fonction ou ses besoins à l'instant T, et qui sont réactualisés tous les ans dans le plan de formation proposé aux encadrants. Au niveau de l'axe 2, on est donc, comme l'a dit Madame Echelard, sur la prévention des risques professionnels et l'amélioration de l'environnement de travail. Donc, on va être sur des choses très primaires entre le bruit, la ventilation, l'ergonomie, la prévention des TMS, etc. Nous, on a fait le choix de vous présenter 3 expérimentations qui ont lieu en ce moment à la région. Donc, tout à gauche, vous avez par exemple la photo d'un vélo bureau. Depuis février 2020, sur les sites administratifs, 25 vélos bureaux sont présents. Donc, l'expérimentation est terminée et les vélos ont été achetés depuis 3 semaines. Les vélos bureaux, ça permet vraiment de travailler tout en restant actif, mais à allure vraiment modérée. On est sur de l'activité physique très, très douce, mais voilà, on est sur une lutte contre la sédentarité et la réduction des troubles musculo-squelettiques. Pour un exemple, voilà, en 1 an, malgré la crise sanitaire qu'on a vécue, donc une utilisation qui a malheureusement été réduite, on est à plus de 400 utilisations et un peu plus de 6000 kilomètres cumulés sur les 25 vélos bureaux et avec un accueil extrêmement positif des agents. La petite image du milieu, vous voyez qu'on parle de Cancer at Work. Donc, Cancer at Work, en fait, depuis 2020, la région a signé une convention de partenariat avec l'association Cancer at Work, qui est le premier réseau d'entreprises dédié à la question du cancer et des maladies chroniques et du maintien et du retour à l'emploi des malades. C'est vraiment une question qui nous tenait à cœur au sein de la région et plusieurs actions ont déjà eu lieu pour diffuser des bonnes pratiques pour concilier cancer, maladie et emploi et limiter l'exclusion des malades pendant et après la maladie. On est bien évidemment sur du volontariat, mais simplement s'adapter aux malades. On y reviendra un petit peu plus tard parce qu'on a aussi fait une grosse action d'envergure autour d'Octobre Rose et de Movember en lien également avec Cancer at Work.
Et pour finir, la dernière image, on est sur un engin un peu barbare, mais qui en fait est simplement un exosquelette. La région a choisi d'expérimenter l'utilisation d'exosquelettes actuellement pour les agents de 2 équipes mobiles dans certains lycées au niveau de la pose de faux plafonds. Cet exosquelette permet vraiment d'amoindrir les efforts concernant le maintien des bras en hauteur et des gestes répétitifs, tout en permettant l'utilisation d'outils légers. L'objectif est vraiment de permettre et d'évaluer les impacts sur l'agent, sur l'activité, sur la structure, afin de voir si oui ou non c'est un déploiement qui serait effectif. On a notamment un jeune diplômé qui arrive sur la mise en place de cette expérimentation, et elle sera menée dans les prochaines semaines pour évaluer les bienfaits. On espérait la commencer plus tôt, mais malheureusement, avec tout ce qu'on a tous vécu avec la crise sanitaire, ça n'a pas été forcément le plus simple. Peut-être, Romane, oui. Parce qu'on a peut-être un délai de temps. Oui. Juste pour compléter, parce qu'on n'a pas mis d'image, mais on a fait aussi beaucoup, comme les collègues de l'Université de Poitiers, beaucoup d'aménagements d'espaces de bureaux conviviaux avec des mobiliers effectivement, on va dire, un peu plus modernes et des lieux où on a le droit maintenant de se reposer avant de se réactiver. Voilà, tout ça, c'était bien sûr avant le télétravail à plus, et ça sera forcément adapté pour la suite. Oui, je voulais effectivement vous rappeler un peu le temps. Si vous voulez, à partir de maintenant, cibler vos... Je me dépêche, Madame Thimorès, je me dépêche. Non, sans vous dépêcher, mais peut-être prioriser les derniers slides pour qu'on puisse avoir un temps d'échange sur ce projet passionnant, en fait. Hein. Voilà. Très bien. L'axe 3, du coup, concerne vraiment tout ce qui est habitude de vie et l'accompagnement des agents vers les bonnes pratiques de santé. Donc, voilà, au niveau de l'Université de Poitiers, les échanges ont également eu lieu. C'est vrai que nous, au final, les communications autour de ces thématiques-là ont pas mal eu lieu pendant le confinement et ont été très, très bien accueillis par les agents. On a pu amener des conseils en matière d'activité physique. Alors, ce qu'il y a beaucoup plus, c'est qu'en plus, on a fait le lien avec les enfants. Donc, forcément, ça a permis un petit peu de souffler, je pense, pendant le premier confinement. On a donné des conseils au niveau du sommeil, apprendre sa chronotype, comme vous pouvez le voir à gauche. Après, il y a eu pas mal de conseils autour du stress, de l'alimentation, etc. Toujours dans l'idée de garder du lien alors, au quotidien, mais durant cette période, d'autant plus. L'axe 4, qui est autour de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors là, on a beaucoup de projets qui arrivent sur cette thématique-là, notamment quelque chose qui est assez attendu par les agents autour de la mise en place de services de conciergerie en expérimentation. Ce qui est déjà le cas actuellement à la région. On a donc le CNAS, donc, qui est vraiment autour de l'action sociale et qui permet d'assurer des prestations autour de 5 grands pôles, donc la famille, la reconnaissance professionnelle, donc tout ce qui est départ à la retraite, etc., les loisirs, la culture, les aléas de la vie et les prêts, ainsi que la santé et le bien-être, notamment autour des chèques sport et bien-être, etc. On voulait également vous parler rapidement d'un petit guide qui a été réalisé donc par rapport au travail à distance forcé pendant le premier confinement, qui permettait de donner des conseils aux agents pour vivre au mieux la situation. Mais ce guide permettait en fait de reprendre beaucoup de conseils pratiques, des conseils pour bien se positionner. Tous ces conseils-là ont été travaillés en fait avec le service prévention de la collectivité, donc pour bien régler son poste de travail et son poste informatique chez soi. Et pour essayer d'aller très très vite, parce que c'est vrai que c'est la dernière slide qui était quand même très intéressante, on a vraiment réalisé 2 temps forts l'année dernière qui vraiment reprend les 4 axes du projet. On a réalisé une semaine de la QVT, donc avec les dates officielles de la semaine de la qualité de vie au travail au mois de juin. Comme vous pouvez en douter, on a réalisé une semaine du coup entièrement dématérialisée, avec des activités chaque jour et des ateliers autour du yoga des yeux, yoga sur chaise, éveil musculaire, posturologie. On a fait des ateliers sophrologie, nutrition également, par exemple avec des aliments de saison et comment bien composer sa lunchbox, mais également une conférence assez participative sur comment être acteur de sa propre QVT,
Donc, c'est vrai que ça a beaucoup plu aux agents. On a eu à peu près 110 agents en direct et 255 vues en replay des ateliers. Donc, c'est vrai que c'était assez agréable. Et pour finir, Octobre Rose et Movember. Donc là, c'était vraiment l'objectif de sensibiliser sur les cancers et les maladies chroniques en général, en lien avec le travail entamé avec Cancer at Work début 2020. L'objectif était vraiment d'engager une réflexion collective sur la thématique afin d'envisager la meilleure manière d'accompagner les personnes touchées de près ou de loin par le cancer et par extension les maladies chroniques, mais également libérer la parole autour de ces différentes questions et briser le tabou. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'assez dynamique et d'assez participatif. Donc, voilà, Movember, pour ceux qui connaissent, donc on a fait un concours de moustaches. On a proposé 2 conférences animées par We Care at Work, qui est la start-up de Cancer at Work. Et surtout un appel à témoignages sur la maladie au travail pour mettre les agents au centre de la démarche, qui a extrêmement bien fonctionné. On a eu plus d'une dizaine de témoignages, majoritairement en lycée. Donc, ça prouvait aussi que les agents des lycées sont tout autant concernés par cette démarche. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment de travailler collectivement pour proposer le meilleur accompagnement possible pour les agents touchés par la maladie. Et peu importe le site ou le lycée où ils travaillent, il nous reste une dernière slide et après, je laisse la parole vraiment sur les perspectives de la démarche où là, voilà, on veut vraiment qu'on arrive à 4 ans à peu près de la démarche où on veut renforcer l'appropriation par les agents et par les managers. Voilà, Madame Echelard en parlait au tout début de sa présentation. La crise sanitaire a fait connaître beaucoup plus rapidement beaucoup de sujets, dont pour notre part région en santé. Donc c'est vrai que c'est assez positif. Et on a aussi toute une promotion de la démarche auprès d'autres organismes normands pour constituer un écosystème favorable et contribuer à l'augmentation du bien-être au travail sur la Normandie. Voilà. Merci beaucoup, Madame Echelard et Madame Maurice pour votre intervention très, très riche qui nous permet vraiment d'avoir des approches multiples et en même temps convergentes sur les questions du bien-être, en fait, avec des échelles de territoires différentes et avec des publics différents, en fait, au sein de ces organisations. J'ai vraiment retenu votre approche et votre démarche très inclusive, en fait, par rapport à un territoire assez large. Et j'ai apprécié la façon dont vous abordiez l'enjeu du mieux-être à travers la façon de façonner une culture. Il m'a semblé que c'était vraiment un axe important dans votre démarche que j'ai retenu. Est-ce que certaines personnes souhaitent prendre la parole, intervenir, demander peut-être plus d'informations ou simplement intervenir? On a un temps de parole possible sur cette intervention. La salle est très, très silencieuse, donc c'est d'autant plus impressionnant quand on est en visio avec très peu de caméras allumées. C'est un exercice parfois un peu complexe d'animer ce type d'événement, mais j'en conclus que tout le monde a apprécié cette intervention et puis a hâte probablement de voir les replays. Je voulais simplement aussi vous dire que j'ai Peut-être apprécié… Nathalie, pour rompre le silence, effectivement, pour que ça ne soit pas Lionel. frustrant pour les collègues aussi qui ont présenté des choses très intéressantes. Quels sont les freins ou les éléments d'amélioration, pour ne pas dire les échecs, parce qu'il y en a toujours des petits renoncements, des choses comme ça. Parce que je trouve ça aussi intéressant de nous expliquer ce qui, dans cette démarche, a pu être compliqué peut-être. Comme on l'a dit pour les syndicats tout à l'heure. Voilà. C'est un peu ce que j'expliquais tout au début, c'est faire comprendre les enjeux de la santé au travail dans un contexte, on va dire, social ou de gouvernance qui n'était pas prêt à l'entendre. Et comme le dit Romane tout à l'heure, en fait, la crise a paradoxalement mis en lumière tout l'intérêt de lancer ce type de démarche structurée au sein d'un collectif de travail. Parce qu'elle a révélé en fait les attentes simplement des salariés qui étaient parfois des non-dits ou ne s'autorisaient pas forcément à le dire. La question, par exemple, des maladies chroniques et du rôle du manager dans la gestion de personnes qui sont sur ce type de situation,
ça faisait partie des choses qu'on ne pouvait pas dire en collectif de travail. Donc moi, je dirais qu'on a eu la chance de pouvoir le faire en amont parce qu'on a fusionné et que c'était un des enjeux de choix de gouvernance. Et ça a pu s'accélérer, on va dire, c'est paradoxal et c'est là où c'est triste, je trouve, ça a pu s'accélérer grâce à la crise, quoi. Et là où je suis, à titre personnel, hein, je fais des RH depuis une vingtaine d'années, à titre personnel, je suis un peu en colère, c'est qu'on a toujours besoin de se confronter à une réalité difficile pour déployer des outils qui avaient fait leurs preuves depuis plus de 20 ans, je crois, de mémoire, dans d'autres pays. Et donc, c'est dommage parce que c'est enfin, c'est des pertes de chance. Voilà, je vais le dire ça Oui, comme moi ça. je vous rejoins totalement. J'ai l'impression que souvent la QVT, comme on l'aborde, est quand même une science réparatrice d'un certain nombre de dysfonctionnements qu'on peut constater dans nos organisations. Et effectivement, c'est d'où à la fois les fortes attentes qu'il peut y avoir chez les salariés et aussi les craintes, hein, que tout ça ne soit qu'un baume, voilà. Que de la com. Exactement, exactement, et de risque de com. Sur la question dans le chat par rapport au budget, Oui, qu'on j'allais a. ouvrir cette question. Oui, voilà, Oui, je excuse-moi, t'en Nathalie. prie. Non, non, mais je t'en prie, Voilà. Lionel. Oui. J'ai vu la question sur le chat, quel budget? Alors, c'est complexe parce que s'il s'agit d'actions ponctuelles, alors comme l'a dit Laurent Bosquet tout à l'heure, sur la maison, elle a un budget propre et on va pouvoir répondre à cette question en disant en gros, on a plus d'1 million, 1,5 million en totalité, mais là, c'est un budget avec de l'investissement, donc c'est sur une thématique un peu particulière. Après, la réussite, c'est de pouvoir réorienter les budgets dans ce cadre-là. Ce n'est pas d'y dédier un budget propre, c'est une philosophie, une démarche particulière. Donc, j'allais dire, on a le budget qui est celui de l'établissement. Voilà. Je partage totalement. En fait, il y a toujours l'excuse en fait, des finances. Alors, même si les régions sont peut-être un peu plus riches que d'autres entités, pour avoir été dans d'autres entités, mais en fait, c'est un choix de gouvernance. Voilà. Les budgets de remplacement, par exemple, de matériel ou de mobilier, ils peuvent être orientés d'une certaine manière. Et on en fait peut-être un peu moins, mais on les cible mieux et ça correspond mieux aux attentes des usagers. Le fait, par exemple, de louer un certain matériel pour expérimentation, c'est un choix, en fait. Peut-être qu'il y a des choses qu'on fera moins ou moins rapidement. La formation, c'est facile. On définit des axes de formation, on définit des volumes de formation annuels et à l'intérieur, on peut orienter ou pas ces formations vers ce type de démarche. Ouais. J'ai l'assentiment aussi qu'il y a quand même dans cette période ce que nous apprend le travail à distance, où c'est un regard différent sur le télétravail. J'emploie à dessein les deux expressions, sachant qu'il y en a une qui est normée et l'autre un peu moins, et un qui a été subi et l'autre organisé. Mais parce qu'il y avait beaucoup de réticence chez les managers sur le fait du risque de perdre des salariés dans la nature, qui existe, hein, mais avec toujours ce risque qu'en gros, c'est les tirs au flanc qui seraient candidats au télétravail et tout ça. Et je pense que le regard a somme toute changé par l'expérimentation forcée et que ça aussi, dans l'organisation de la journée de travail, dans le temps, l'articulation entre temps privé et temps professionnel, tout ça a bougé. Et l'idée qu'on avait beaucoup de mal, moi je vois il y a 10 ans, quand on parlait d'espace pour se reposer, faire la sieste, c'était inenvisageable, non pas tant de la gouvernance et des managers que des salariés eux-mêmes qui disaient « moi je ne veux pas être vu en train de me reposer parce qu'on croira que je ne fais pas bien mon travail ». Et j'ai le sentiment que les choses changent. Alors je ne dis pas que c'est un point sans retour, hein. Il faudra être extrêmement vigilant parce qu'il y a toujours des risques, mais il y a un regard qui a changé, me semble-t-il. Oui, je partage cet avis, c'est-à-dire qu'effectivement, tristement, cette année que l'on vient de vivre nous a forcé à réfléchir sur les limites peut-être mal définies ou en tous les cas bouleversées entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, de par ce télétravail un peu forcé ou un peu subi. Et ce sont de nouvelles manières de travailler et de penser nos modes de vie qui sont aussi une opportunité pour faire émerger de nouveaux modes d'organisation, il me semble en fait, hein. Alors on n'arrive pas
Pardon, Madame Achelard, vous Non, souhaitiez juste pour intervenir? donner l'exemple que nous, on est passé, le télétravail, en fait, était organisé juste après la fusion des régions Normandie. On était autour de 200 personnes et on est passé à 900 là, en début d'année 2021. Et ça a fait la preuve que ce qu'on disait, en fait, on pouvait le faire. Mais Oui. il a fallu être confronté à la réalité, en fait. Oui, 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 tout à fait. On va redonner la parole un temps assez court à Frédéric Mounier, peut-être pour conclure, et en même temps ouvrir des pistes par rapport à cette première conférence que l'on aimerait voir se poursuivre avec d'autres retours d'expérience pour pouvoir mutualiser nos savoir-faire, nos connaissances et nos expériences, en fait, entre différents types d'organisations. Merci Nathalie et merci à toutes et tous pour vos interventions et vos contributions, vos retours d'expérience. Moi, j'apprécie toujours énormément de voir ce que vous en avez fait, hein, de ce référentiel. Et ça m'encourage évidemment à poursuivre sa promotion. Ce que je dirais, c'est que dans le fond, en vous écoutant, je me dis, après tout, on n'a pas forcément inventé de choses nouvelles. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'en matière de gouvernance, il y a eu des évolutions et vous parliez tout à l'heure aussi peut-être d'évolution des mentalités. Je pense que le rapport au travail est aussi, d'un point de vue individuel, au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on considère les personnes non plus comme un élément utilitaire, hein, un individu comme une approche utilitaire, hein, de la fonction de travail, mais plutôt comme un contributeur de création de richesse au sens large, à la fois pour lui-même, dans son épanouissement, dans son bien-être au travail, dans ce à quoi il contribue, et pour l'intérêt général, hein, le bien commun auquel il peut également contribuer à travers cette réalisation. Alors, évidemment, c'est plus facile pour certains métiers que pour d'autres, j'entends bien. Néanmoins, quand on est de l'ordre du service public, cette notion-là, elle est quand même assez proche. Et, et du coup, la question de la gouvernance qui permettent de faire en sorte qu'on change la manière dont on organise le travail, dont on l'appréhende ensemble, est un élément fondamental. Et la norme, justement, permet d'amener cette organisation qui favorise l'approche participative, qui favorise l'expression directe des personnes dans ce qu'ils pensent devoir être mis en œuvre pour leur bien-être au travail, dans ce qu'ils pensent pouvoir apporter aussi à l'intérêt général dans ce cadre-là. Et finalement, le centre de ressources va être aussi un élément qui va permettre de mettre en œuvre cette approche inclusive, cette approche participative. Et pour faire le lien et peut-être pour donner des perspectives sur la suite de cette démarche, c'est de partager justement le plus largement possible au sein des différentes organisations les bonnes pratiques à mettre en œuvre et mutualiser si possible à travers une plateforme d'échange ou des points de rencontre tout ce qui permettrait finalement de partager toutes ces bonnes pratiques et de les déployer le plus largement possible et contribuer aussi à faire évoluer ce rapport au travail, à faire évoluer ces pratiques managériales, ces modes de gouvernance et faire en sorte que chacun à son niveau s'approprie davantage son cadre de travail, qui est un cadre de vie. Il ne faut pas l'oublier, on passe la moitié de sa vie au travail quand même, et d'arrêter de dissocier finalement ce qui est totalement de l'aspect personnel et de l'aspect professionnel, parce qu'on voit bien avec ce qu'on vient de vivre avec la crise sanitaire que tout est intimement lié et forcément, chacun a individuellement une responsabilité et collectivement, dans la logique de responsabilité sociétale, les organisations ont un rôle à jouer sur leur territoire. On l'a vu à travers le maillage que vous pouvez mettre en œuvre à travers ça, et vis-à-vis des personnes qui contribuent à cette création de richesse. Donc voilà, en quelques mots, ce que je pourrais dire en guise de conclusion. Donc, mutualiser, faire se rencontrer les personnes Oui, à travers notamment une plateforme, si possible. tout à fait. J'abonde complètement dans ce sens. On ouvre avec cette conférence, en fait, et c'est le souhait de l'AMU, c'est d'abord aussi sa fonction, c'est de travailler à la mutualisation entre les établissements d'enseignement supérieur et d'ouvrir à des organisations sur des sujets que les universités et les organisations rencontrent. Le mieux-être en est un, qui est en même temps un thème
assez large sur nos nouveaux modes de vie, sur ce que l'on rencontre, aussi bien comme ouverture possible que comme difficulté. Je vais donc bien évidemment, l'ensemble des supports seront à votre disposition. On a la possibilité de vous contacter grâce à votre inscription. Et puis, on ouvre assez largement nos boîtes mail pour recueillir vos souhaits de participation à cette réflexion ou vos souhaits également de participation à un autre événement qui sera organisé pour un retour d'expérience sur la façon dont vous souhaitez vous emparer soit de la norme peut-être québécoise, soit de cette question de qualité de vie au travail. Mais c'est également un thème transversal qu'on aborde avec d'autres domaines métiers, comme le domaine métier RH, comme les DGS, comme les directeurs des finances, directeurs des achats. Donc voilà, la particularité de ce sujet, c'est qu'il est transverse, il est vraiment aussi à l'articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Et on souhaite vraiment qu'il puisse y avoir une approche holistique, comme le disait Frédéric Mounier en introduction, en ouverture de la conférence, une approche holistique de la santé qui nous permet de travailler notre relation à notre environnement intérieur, individuel, et à notre environnement extérieur, collectif, ce qui nous semble un thème assez intéressant pour nos échanges à venir. Voilà, je vous remercie tous pour votre participation à cette conférence. Merci plus particulièrement aux intervenants, donc Laurent Bosquet, Lionel Vinour, Madame Echelard, votre nom m'échappe, Madame Maurice et Monsieur Frédéric Mounier. À très bientôt. Merci à tous. Et à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir.